Ne jamais demander la permission. Ne jamais demander la permission, c'est la principale leçon que j'ai retenue ces 3 dernières années. On est en 2009 et je suis sur le point de partir au Brésil pour un échange universitaire. J'ai envie de découvrir ce pays, découvrir ses habitants, vivre un peu comme un Brésilien à ma façon. Alors je demande à des amis, c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre une langue étrangère? Parce que si je veux découvrir ce pays, découvrir ses habitants, ça me semble évident que je dois apprendre le portugais. Donc là, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « assimile ». Et puis, j'ai un ami qui me dit « couchsurfing ». Je dis « couchsurfing ». Il me dit « fais-moi confiance, inscris-toi sur couchsurfing.org, remplis ton profil, tu vas comprendre ». On est 1 mois plus tard et j'arrive à Salvador. Je ne connais personne au Brésil. Et je me souviens encore m'installer un peu penaud dans le cybercafé local, avec mon dictionnaire à côté, baragouinant quelques mots de portugais et en voyant mon premier message dans le groupe local de Couchsurfing sur Internet. Oi, sou francês, quero falar português com pessoas por aqui, por Salvador. Tem pessoas que querem falar português? Se tem pessoas que querem falar francês ou portugais, podemos falar. Donc là, j'en profite pour envoyer un mail à ma mère pour lui dire que je suis bien arrivé à Salvador, tout va bien. Et puis 10 minutes plus tard, je reçois un message, un commentaire sur le message que j'avais posté. « Oi Antonin, sou Manuela, je parle un peu français, si tu veux, on peut essayer. Moi je parle français, toi tu parles portugais. » Écoute, Manuela, carrément. Donc, je réponds et elle m'invite le soir même pour un barbecue. Alors pour ceux qui connaissent le Brésil et le churrascaria, c'est assez typique. Et donc le soir même, me voilà avec 10 Brésiliens. Je n'avais pas prévu spécialement, mais me voilà en train de parler portugais, alors un peu français avec Manuela quand même. Et donc je passe la soirée à parler portugais. En 1 mois, grâce à Couchsurfing, je rencontre 150 Brésiliens et je dors chez 10 d'entre eux. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Couchsurfing, au départ, c'est comme son nom l'indique, c'est un site pour connecter les personnes qui veulent dormir chez l'habitant. Mais c'est devenu beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, c'est une communauté de 5 millions de personnes qui vivent leurs vacances un peu différemment, qui rencontrent des personnes localement. Alors j'ai oublié de montrer cette photo. Alors, donc ça, c'est la photo de la soirée chez Manuela, où j'avais fait un poisson, donc j'avais cuisiné. Parce que c'est aussi ça, l'esprit de Couchsurfing, c'est on vous rend service, éventuellement vous venez dormir à la maison, et en échange, vous cuisinez pour tout le monde. Couchsurfing, en 2009, ça a été ma première révélation de la puissance d'Internet. De la puissance d'Internet, pas seulement pour connecter les gens en ligne sur les réseaux sociaux, mais pour les connecter en ligne, pour leur permettre de faire des choses dans la vraie vie. Partager des biens matériels, on en a parlé, j'en ai un peu parlé sur Internet ces 2 dernières années, mais aussi pour porter des projets, pour construire différemment, pour changer l'industrie, pour changer le monde à son échelle, mais concrètement dans la vraie vie. Je vais vous montrer quelques exemples. 6 mois plus tard, je suis de retour en France et je passe mon temps sur Twitter. Je passe mon temps sur Twitter parce que pour la première fois, j'ai l'impression d'être actif dans mon apprentissage. Je me balade de lien en lien et pour la première fois, j'ai l'impression de découvrir des choses, de construire finalement mon apprentissage et de découvrir un peu le monde que je pourrais dessiner au fur et à mesure et de choisir finalement la voie qui me correspond le plus. 2 mois après avoir découvert Twitter, je découvre la consommation collaborative. Alors là, c'est la révélation. C'est ça que je veux faire. C'est quoi la consommation collaborative? C'est, si vous voulez, l'ensemble des formes de partage, de biens matériels, de compétences, de services entre particuliers grâce à Internet. Donc ce sujet me passionne, je lis tout ce qui est possible de lire sur le sujet et je décide de créer un blog. Alors je ne sais pas du tout comment on fait pour créer un blog, mais un ami le fait pour moi. Je le remercie d'ailleurs. Et alors j'ai retrouvé le premier article que j'ai écrit sur la consommation collaborative, gros succès. 4 partages sur Facebook, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Et
Alors, un partage sur Twitter, parce qu'ils n'étaient pas sur Twitter à l'époque. Ils y sont toujours pas, d'ailleurs. Mais alors, je suis vraiment passionné par ce sujet, et je passe mon temps, là encore, sur Twitter, à lire tout ce qui est possible sur le sujet. Notamment en utilisant un hashtag, pour ceux qui connaissent, qui me permet finalement de scanner Twitter en lisant tous les articles partagés par des personnes sur ce sujet spécifiquement. Donc je passe 5 heures, 6 heures par jour à lire sur ce sujet, en anglais, en espagnol, en portugais, en français. Et puis je fais une autre chose en utilisant Twitter. Dès que je trouve une personne qui s'intéresse au sujet comme moi, et ben je converse avec elle sur Twitter. Et puis, assez spontanément, je propose qu'on fasse un Skype. Alors comme ça, j'ai fait des Skype avec des Anglais, des Japonais, des Australiens, des personnes en Amérique du Sud, aux États-Unis. Et puis quand c'est plus facile, quand il se trouve que je tombe sur des Français, je leur dis bah, on se rencontre, on boit un café. Et comme ça, assez spontanément, en 2011, je rencontre 5 personnes, puis 10 personnes, puis 20 personnes, à Paris, ailleurs en France, puis en Europe. Nous voilà 20. Et lorsqu'on arrive à 20, je me dis, bah, faut ouvrir un groupe sur Facebook pour rassembler ces personnes, pour qu'on puisse échanger dans la vraie vie, mais aussi échanger sur les réseaux sociaux, maintenir le lien avec toutes ces personnes. Et donc, j'ouvre un groupe sur Facebook où je commence à rassembler ces personnes. On est 20, puis 30, puis 50, mais Facebook, ça ne suffit pas. Les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Donc, chaque mois, on se voit physiquement. Et on commence à échanger sur ce sujet. Au-delà de la consommation collaborative, ce qui nous intéresse, c'est comment Internet change nos vies. Et donc nous voilà, nous rencontrant une fois par mois dans les appartements des uns et des autres. Ça, c'est la photo qui a été prise en décembre 2011, juste avant qu'on choisisse de se donner un nom. Alors parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'ai ouvert ce groupe aussi parce que je me disais, bon, ils vont peut-être avoir envie de contribuer à mon blog que j'ai créé sur le sujet. J'ai vite compris que ce n'était pas du tout ça qui les intéressait. Ce que j'ai compris aussi, au travers de cette expérience, c'est qu'une communauté, ça ne se décrète pas, ça ne se crée pas. Par contre, on peut créer les conditions favorables de développement d'une communauté. En l'occurrence, ouvrir un groupe sur les réseaux sociaux, préciser les valeurs d'échange dans ce groupe, et puis organiser des événements dans la vraie vie. Parce que si vous voulez que ces personnes apprennent à se connaître, si vous voulez générer de la confiance pour que ces personnes puissent porter collaborativement un projet, rien ne remplace des échanges dans la vraie vie. Donc si vous voulez, c'est l'interaction de ces échanges sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie qui, à un moment donné, permet de générer la confiance. Un mois plus tard, on décide de se donner un nom pour le projet qu'on a commencé à dessiner. Ce projet, ça va être de lancer un média collaboratif sur l'économie collaborative, le premier du genre, et d'organiser des événements, là encore dans la vraie vie. On retrouve cette valeur qu'on avait commencé à comprendre. On va organiser des événements qui vont être un peu comme les TED Talks, qui vont donner l'opportunité à des personnalités de cette nouvelle économie de présenter, comme ce soir, leur vision du monde. Et puis, on va organiser des apéros pour réunir toutes ces personnes. Donc, un mois plus tard, on se donne ce nom, WeShare. Et là, c'est l'étincelle qui a permis à ce projet de devenir un mouvement. Le fait de se donner un nom et que ce nom soit partagé par tous, que tout le monde l'apprécie, ça a permis de vraiment démarrer le projet. En janvier 2012, on décide de s'appeler WeShare. En janvier 2013, un an plus tard, nous avons lancé un média en trois langues, français, anglais, espagnol, qui rassemble plus de 100 contributeurs, plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, et nous avons organisé 45 événements dans 25 villes en Europe. Mais les chiffres ont assez peu d'importance en comparaison de l'humain qu'il y a derrière ce projet. Des échanges qui ont eu lieu, encore une fois, dans la vraie vie, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont pu présenter leurs projets, qui ont pu trouver des formes de collaboration et qui ont pu développer petit à petit leurs projets et eux aussi construire des communautés. Voici quelques photos des événements que nous avons pu organiser l'année passée. Aujourd'hui, WeShare, c'est une communauté qui est présente en Europe, en Amérique latine. Des personnes, assez spontanément, nous écrivent pour nous dire « Moi, j'aimerais bien lancer WeShare dans ma ville, comment il faut s'y prendre ?» Alors, on leur explique. Et puis, progressivement, le projet se développe comme ça. Donc, vous voyez aussi les groupes sur Facebook qui sont finalement le reflet des échanges en ligne. Donc, vous avez des groupes à la fois locaux, des groupes liés à une thématique particulière,
et puis des groupes transversaux, des groupes projets. WeShare, c'est une expérimentation permanente pour nous, et en fait, des projets comme celui-là, il y en a plein d'autres qui se développent depuis 2 ou 3 ans maintenant. Au cours des événements que nous avons organisés, nous avons justement donné la parole à ces innovateurs, à ces entrepreneurs qui sont en train d'inventer un nouveau monde basé sur la collaboration et le partage. Parmi les innovateurs, les entrepreneurs qui sont venus intervenir lors d'événements que nous organisons, se trouvent César Arada et Joe Justice. Je vous propose de vous raconter en quelques minutes leur histoire. Joe Justice, au départ, était consultant en management. Il est toujours consultant en management, d'ailleurs. Et un jour, il décide de concourir pour un concours qui vise à construire la voiture la plus efficiente du monde. Moins de 2,3 litres au 100 km. Alors assez spontanément, il a envie de concourir et puis il commence à bloguer sur cette aventure. Et rapidement, le voici rejoint par une communauté de plusieurs dizaines de personnes de 4 nationalités qui vont avec lui concevoir et designer cette voiture la plus efficiente possible. Ils arrivent 10e au concours, devant des Tata, devant les meilleurs constructeurs automobiles, devant le MIT. Et là, Joe, il se dit, il y a quelque chose, on est en train de créer une communauté, et cette communauté, elle a un impact très très concret, encore une fois, dans la vraie vie. Vous voyez, on construit la communauté sur les réseaux sociaux, mais l'impact, il est réel. On construit une voiture, c'est du réel. Qu'est-ce qu'il y a derrière Wikispeed? Le projet s'appelle Wikispeed. Derrière Wikispeed, le grand principe, c'est la modularité. C'est une innovation la plus rapide possible, issue des méthodes de développement du logiciel libre, transposée à l'industrie, transposée à la production manufacturée. Ce qui permet finalement à cette voiture d'être conçue le plus rapidement possible et réinventée finalement chaque semaine. Là où dans l'industrie automobile normale, il faut 5 ans d'investissement pour mettre en place un cycle d'innovation, chaque semaine, la Wikispeed est repensée. Le deuxième entrepreneur, le deuxième innovateur qui nous a inspirés, c'est César Arada. César, il est parti au MIT pour faire un PhD, une thèse, pour réaliser des drones qui permettent de nettoyer les océans lors des marées noires. Donc des drones automatiques, vous voyez, qui vont nettoyer les océans lors des marées noires. Au MIT, on lui dit, écoute, on a un matériel qu'on aime bien, il est propriétaire, il marche assez bien, ce serait mieux que tu l'utilises. Alors César, il se rend vite compte que ce matériel, c'est pas le plus efficace. C'est pas le plus efficace, alors il dit au MIT, moi je voudrais utiliser un autre matériel. Et finalement, il n'a pas d'autre choix que finalement de quitter le MIT. Et lui aussi, il se met à bloguer. Il se met à bloguer sur son aventure et sur le fait que ce qui compte vraiment pour lui, c'est l'environnement. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est de réaliser son projet et de partager ça avec une communauté. Lui aussi va être rejoint par des dizaines de personnes. Aujourd'hui, sa communauté, Protei, rassemble des dizaines de personnes dans des dizaines de pays dans le monde, et ensemble, ils réalisent des drones en open source pour nettoyer les océans lors des marées noires. En open source, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plans sont disponibles par n'importe qui, pour refaire finalement le même produit à l'échelon local. Le point commun entre Joe Justice, César Arada et tous ces innovateurs, c'est un jour d'avoir décidé de ne pas demander la permission. De ne pas demander la permission de faire différemment. D'écrire assez spontanément sur un blog, de raconter leur aventure, et puis d'être rejoints par une communauté. Et ensuite d'expérimenter des formes de collaboration. Et enfin de réaliser un défi social ou environnemental très très concret. Parce que Wikispeed, Protei sont en train véritablement de changer le monde à leur échelle. Wikispeed, Protei sont 2 exemples parmi de nombreux autres de communautés contributives d'innovation. Ces communautés ouvertes d'innovation sont en train de révolutionner l'économie, sont en train de changer l'industrie, secteur par secteur. Donc mon message ce soir, c'est, si vous êtes chef d'entreprise ou citoyen, intéressez-vous à ces communautés. Intéressez-vous à ces communautés, rejoignez éventuellement certaines communautés, et puis si vous avez l'impression que le projet qui vous tient véritablement à cœur, aucune communauté ne s'en est emparée jusqu'à présent,
ouvrez un blog. Ouvrez un blog et écrivez sur votre projet, sur la façon dont vous avez envie de changer le monde. Et vous allez voir, des personnes vont commenter sur votre premier article, vous allez ouvrir un groupe sur les réseaux sociaux et il va se passer quelque chose de grand. En tout cas, ça vaut le coup de ne pas demander la permission et ça vaut le coup d'essayer. Je n'ai pas fini. Mais je vous fais 3 minutes de plus. Ça va, vous avez supporté? Ces communautés contributives d'innovation sont en train, comme je vous le disais, de changer le monde. Et il y a d'autres exemples qui nous montrent cet état de fait. Wikipédia a transformé l'accès à la connaissance. Linux a transformé la façon d'écrire le code. Et Wikispeed, Protei sont des exemples finalement dans la lignée de ces projets-là qui transforment l'économie réelle. Margaret Thatcher, en 1980, disait « Il n'y a pas d'autre alternative ». On vit aujourd'hui dans la société française le 15e mois d'augmentation consécutive du chômage. La défiance vis-à-vis des grandes institutions n'a jamais été aussi grande. La motivation des salariés n'a jamais été aussi basse. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui, en 2013, que d'explorer finalement ces alternatives que je vous ai présentées. Merci beaucoup.